The following talk is about email encryption. La prochaine conférence concerne le chiffrement des mails et comment elle peut être Worry not. dépassée ou As far as cassée. I'm told, it still is rather secure, but À ce qu'on me dit, c'est toujours assez sécurisé, mais Sebastian Schinzel, who is one of the 8 security researchers la réponse vous sera apportée par le docteur Sebastian Schinzel, behind eFail, qui vous expliquera recently occurred tout ce qui se trouve derrière le terme e-fail issue with OpenPGP and et S-MIME. les problématiques qui ont récemment été rencontrées avec S-MIME et OpenPGP. So please give a warm hand of applause for Sebastian Schinzel. Merci d'applaudir chaleureusement Sebastian Schinzel. Okay, so it's good to be back. Ça fait du bien d'être de retour ici. Merci d'être venu. Je suis Sébastien. It's my fourth talk C'est here, la 4e conférence que je fais ici au CCC. and the other talks that I did were also on encryption. So Mes précédentes conférences concernaient également le chiffrement. and I like to break encryption. So I did a Et talk on TLS. J'aime bien travailler sur le chiffrement, notamment le cassé. J'ai travaillé sur TLS, les attaques contre TLS. For example, Euh, usually start J'ai également travaillé sur my XML. talk by asking Généralement, je commence mes conférences using this en specific demandant technology, qui right? utilise Because when cette technologie particulière. usually when you are analyzing or doing a talk about a généralement, communication protocol, you ask the people who's using that. And Quand vous you know, for email, parlez d'une technologie, vous demandez aux gens s'ils l'utilisent. right? Because who's using email every À propos des emails, ce serait un peu absurde de demander ça, parce que demander qui utilise les mails, enfin, in the last 20 years or so, usually the first thing that you do, you dial onto the internet and you make yourself an email address, right? généralement, la première chose que vous faites depuis ces 20 dernières années, quand vous souscrivez un abonnement Internet, c'est vous créez une adresse email. Mais regardons comment tout ça fonctionne quand vous envoyez un mail. Quand vous cliquez sur Envoyer dans votre client mail, donc sur un de vos équipements ici, hop, il y a une flèche verte parce que c'est sous votre contrôle. Ce lien, c'est à vous de définir à quel point il est sécurisé. La prochaine connexion, elle est vers votre serveur SMTP. C'est aussi une flèche verte parce que c'est aussi sous votre contrôle et généralement ce qu'on utilise c'est TLS. C'est également valable pour votre dossier IMAP parce que généralement quand vous envoyez un mail via SMTP, il y a une copie qui est envoyée sur le serveur IMAP. Pour la stratégie de sauvegarde, la flèche est plus totalement verte parce que c'est plus totalement sous votre contrôle. Mais vous pourriez avoir une chance de connaître l'administrateur et d'essayer de faire en sorte que les choses soient bien faites. Ce qui n'est pas non plus sous votre contrôle, c'est les autres endroits où vos emails vont être uploadés, par exemple sur des logiciels anti-spam, etc. Donc, on représente ça sous la forme d'un cloud. Ensuite, ça part sur Internet. Et bon, vous savez ce qui se passe sur Internet. Des gens écoutent sur Internet. Donc, ça peut être des acteurs nationaux, des agences, ou qui écoutent ou qui essaient d'écouter. Ensuite, la flèche devient rouge dès que ça atteint le serveur SMTP du destinataire. Parce que ici, vous ne savez pas s'ils utilisent TLS ou une forme de chiffrement, ou si ça ne va pas être uploadé sur les serveurs d'un autre antivirus. Et ensuite, c'est reçu par le serveur IMAP du destinataire. Ensuite, il y a à nouveau une sauvegarde. Et ensuite, finalement, ça finit par atteindre le destinataire qui a finalement la possibilité de lire cet email qui est arrivé dans sa boîte de réception. Même si vous savez que votre destinataire fait du bon boulot en termes de sécurité, utilise du chiffrement, etc., vous ne pouvez pas trop savoir ce qui se passe. Et ce problème se multiplie, d'autant plus que vous multipliez le nombre de destinataires. Parce que ça implique l'infrastructure de plein d'autres gens.
Et c'est la première chose que je veux mettre en avant dans cette conférence. Généralement, les gens, quand ils disent mon mail, ils pensent que ça va être sécurisé, mais en fait, c'est pas vraiment le cas. L'enjeu derrière le fait d'utiliser des emails, c'est de pouvoir le partager avec plein de gens, sauf que en fait, ça va être sauvegardé à différents endroits et du coup, on ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est un peu fouillis. Donc, pour commencer ce talk, on va faire la supposition que quelqu'un a accès à des mails. And if someone gets access to it, right, boom, I have a problem. Okay. And in order to cope with this, donc, pour se protéger contre ça, les gens ont mis en place ce qu'on appelle de chiffrement de bout en bout. Donc, il y a plusieurs technologies pour faire ça. Donc, notamment OpenPGP, qui a été d'abord défini en 1991. Donc, the most widely used email clients, they support OpenPGP, but only when you download the plugin. Okay. For SMIME, une autre technologie, c'est SMIME. Généralement, il y a un support natif dans la plupart des applications. Il y a juste à télécharger un certificat et ça fonctionne comme ça. Et c'est généralement ce qui est utilisé par les entreprises, mais pas trop par les défenseurs du libre qui vont plutôt tendre vers OpenPGP. Donc, on peut voir l'usage de PGP qui permet de communiquer de manière sécurisée. Donc ici, on peut voir la quantité de nouvelles clés PGP uploadées par mois. On peut voir qu'il y a eu une augmentation constante à partir de 2003. Il y a eu un pic à partir de 2013, enfin en 2013. Donc est-ce que quelqu'un sait pourquoi il y aurait eu un pic en 2013 ? Snowden, évidemment, Edward Snowden. Avec les révélations d'Edward Snowden, les gens commençaient à utiliser PGP pour communiquer notamment avec des journalistes. Puisque Snowden a utilisé pour communiquer avec des journalistes et faire ses révélations. Donc si on regarde maintenant le nombre d'utilisateurs quotidiens de Enigmail, qui est un plugin pour Firefox ou Thunderbird, on peut voir une grosse augmentation de à peu près 50%, 15% en 2014, 2013, 2014. Donc ça fait pas tant d'utilisateurs que ça, mais quand même c'est un nombre assez conséquent. On sait que dans les dernières années, on a remarqué que les utilisateurs ne sont pas forcément capables d'utiliser PGP, notamment s'ils n'ont pas de compétences techniques. Donc, un papier de 2006 qui s'appelle Why Johnny Still Can't Encrypt. Et en 2015, on a un papier qui s'appelle Why Johnny Still Can't Encrypt, donc qui est un nouveau papier de recherche qui décrit pourquoi des gens ont utilisé PGP mais n'ont pas réussi. Et on a le même type de papier pour SMIME. Where they confronted novice users with SMIME and they failed basically. Donc, où des utilisateurs ont essayé de se mettre à utiliser SMIME et n'ont pas réussi. Pour permettre aux gens de commencer à utiliser PGP ou SMIME de manière sécurisée, il y a beaucoup de tutoriels qui existent. Ça, c'est un tutoriel très intéressant parce que c'est celui que Edward Snowden a utilisé pour apprendre à Glenn Greenwald comment utiliser PGP. Et ce qui est intéressant, c'est que il recommande pas d'utiliser un plugin pour un client web. Et il recommande d'utiliser un webmail. Donc pas d'intégration. Et alors que d'autres pourraient recommander d'utiliser Enigmail, qui est un plugin pour Thunderbird, ou PGP Tools, qui est un plugin pour notre client.
which is an interesting fact, okay? Donc For something that we're going to talk about ça later. va de pair avec l'activation de So HTML. how can I do this talk? And this is how I came up with the agenda. So we start off with Donc some texts that are very je me suis demandé comment mener ce talk at least for an academic, they are pretty interesting. et We slowly degrade to pretty donc, silly attacks. And you decide for yourself whether you would fall for it or not. I came to the conclusion that I would probably fall for them. et on a donc différentes attaques et à vous de décider si vous feriez avoir ou pas. Enfin, si vous en souffririez ou The pas. worst thing that can happen when you're sending an encrypted Donc, mail. qu'est-ce qui peut arriver de pire quand vous envoyez un mail non chiffré? You send a private key, that would be bad. What's even worse? Donc, envoyer une clé privée, effectivement, ce serait pas bien. Qu'est-ce qui pourrait être pire? Okay, so in 2014, there was a bug in Enigmail, which Donc, en 2014, il y avait un bug dans Enigmail qui faisait que vous demandiez à signer et chiffrer un mail, vous le cliquiez sur envoyer et en fait il est envoyé en clair. En 2017, Outlook n'a pas fait beaucoup mieux parce qu'en fait ils chiffraient le mail mais ils envoyaient le clair avec. Et en 2018, il y a quelques mois, Enigmail et Pretty Easy Privacy, qui est un plugin pour Enigmail, disait que les mails étaient chiffrés, mais en fait, ils ne l'étaient pas. Apply here because, okay. I mean, but I don't want to make fun of. Je veux pas me moquer de développeurs. Ce que j'essaie de dire, c'est que email, c'est un protocole en clair. Et c'est difficile de transformer un protocole qui fonctionne sur des messages en clair en quelque chose qui supporte du chiffrement. Donc, par exemple, HTTPS, maintenant c'est sécurisé, mais avant ils ont eu le même type de sécurité avec des choses qui retombaient sur du HTTP alors que c'était pas prévu, etc. Interesting bugs. And before we start, I want to make a short introduction into how the cryptography. Je voudrais faire une rapide introduction sur comment la cryptographie dans OpenPGP et SMAM fonctionne. Okay, both are very similar actually. So we start Donc les deux sont assez similaires. Donc d'abord on commence par écrire un message M. On génère une clé de session S qui est généralement aléatoire. On l'utilise pour chiffrer le message et en sortir un message chiffré. Donc ça peut être avec AES ou TripleDES. Ensuite, on utilise cette clé de session que l'on chiffre. Ça donne que l'on chiffre avec la clé publique du destinataire. Ça donne une clé K qu'on joue en mail. Donc le destinataire, il reçoit le mail, il en extrait le chiffré C et le chiffré K. Donc il utilise il déchiffre K avec sa clé privée pour obtenir la clé de session. Et ensuite, il peut utiliser la clé de session pour déchiffrer le chiffré du message C avec la clé de session qui vient de déchiffrer. Et ça lui permet d'obtenir le message en clair M. Donc si vous avez regardé mes conférences précédentes, j'ai parlé pas mal de la malléabilité des chiffrés. Donc, on pourrait supposer que changer la valeur d'un bit quelque part, n'importe où, et quand on déchiffre, ça donnerait n'importe quoi, quelque chose qui ne ferait pas de sens. Mais en fait, on voit plutôt quelque chose comme ça. La plus grande partie du message est encore intacte. Et il y a juste une petite partie qui ressemble à quelque chose d'aléatoire, qui ressemble à pas grand-chose. Et un caractère changé. Et par exemple, on avait email, et maintenant on a e-fail. Donc pour comprendre cela, on a besoin de la notion d'un mode d'opération. Donc AES ou un algorithme de chiffrement utilise des blocs, donc généralement de 16 bytes.
16 octets. Donc on a besoin d'appeler AES plusieurs fois sur différents blocs de 16 octets. Donc le phénomène de déchiffrement, il fonctionne comme ça. On a plusieurs blocs de chiffrés. Donc seulement le deuxième est déchiffré. Donc C1, il va être déchiffré et ensuite il va être XORé avec le bloc C0 qu'on peut aussi appeler vecteur d'initialisation. Donc ça nous donne un bloc de plain text. Donc si on change un bit ou un byte dans C0, on va changer ce qui va sortir du XOR et le bloc déchiffré qui va en résulter. Donc maintenant, si on a C0, un bloc de chiffré, et qu'on le XOR avec P0, ce qui va sortir du XOR, on va obtenir un bloc constitué uniquement de 0. Donc ces deux blocs combinés, on appelle ça un gadget CBC. Et en fait, on appelle ça comme ça parce qu'on va pouvoir le réutiliser autant qu'on veut. Donc maintenant, on va choisir un chiffret particulier et ça va nous permettre de choisir le bloc déchiffré qu'on va avoir en sortie. Donc maintenant, on va avoir besoin pour faire ça, de deviner la valeur de P0 et ça va aussi être vrai avec, ça va être vrai avec S-MIME. Donc on connaît toujours les premiers octets. Donc ça c'était le scénario parfait, mais il a quelques défauts. Donc si on fait pareil dans C1 et qu'on change un bit dans C1, ça va faire que lorsqu'on va essayer de déchiffrer C1, il va sortir n'importe quoi et on va avoir à gérer ça. Donc si on reprend une slide précédente, on va pouvoir expliquer ce qui se passe maintenant. Donc en gros, il y a eu un bloc qui a été détruit et un bloc qui a été un peu changé. C'est l'explication. Donc comment on gère ça? Généralement, on va utiliser ce qu'on appelle un MAC pour Message Authentication Code. C'est quelque chose qui est un peu comme une checksum cryptographique qu'on va mettre juste à côté du message chiffré et qui peut être vérifié après déchiffrement du message. Et ça va permettre de détecter des changements dans le chiffré. Donc les signatures numériques, c'est un peu différent. Elles sont séparées du processus de déchiffrement. Donc elles sont simplement utilisées pour afficher une icône valide, enfin signature valide ou signature invalide. Mais un attaquant intelligent pourrait envoyer un email et enlever sa signature. Et il y aurait plus de signature invalide puisqu'il y aurait plus de signature et du coup on pourrait avoir quelque chose qui est chiffré mais pas signé. And there's valid reasons to send an encrypted email without doing a digital signature on it, right? So we want to do both. Et donc, quand on envoie des emails, on veut qu'ils soient chiffrés et signés. Donc, à quoi ressemble S-MIME? La plupart d'entre vous devraient avoir entendu parler de MIME. C'est un standard utilisé pour les emails. Donc, on a ici un header de mail. Donc avec un content type et les données associées au content type. Donc ensuite on a le corps du mail avec la partie des envelope data. Et ensuite on a le encrypted content info, donc avec la partie chiffrée. Et si on regarde attentivement,
on voit qu'ici, il n'y a pas de Mac. C'est pas parce que je l'ai pas mis, mais c'est parce que SMIME n'en définit pas. Donc, ce standard ne permet on peut pas utiliser le standard pour détecter s'il y a eu un changement dans le message. Donc comment on peut faire? Donc on perçoit tous, je pense que ça devrait pas marcher, qu'il y a un problème. Donc, we can pretty much always guess the first block because it's always content type : text HTML or text plain, something like this. Ça, c'est le message qu'on voudrait changer. On connaît le début parce qu'il est toujours formaté pareil. On connaît les premiers bytes, les premiers octets. Donc, on va pouvoir utiliser ça et le recopier plusieurs fois. Un bloc et un clair choisi. Ensuite, on va pouvoir mettre le contenu original. Donc, vous pouvez voir qu'on est en train de construire du HTML en fait. Donc, il y a une balise, vous voyez, qui est ouverte, la balise pour image, et qui n'est pas finie immédiatement, qui finit plus tard, après le contenu original. Donc voilà, c'est le clair qui est effectivement envoyé. Donc voici une version un peu ancienne de Thunderbird. Donc voilà un message chiffré, très secret. Donc Thunderbird nous affiche un avertissement. Qu'est-ce que vous voulez faire à propos de ce mail? Et en fait, à chaque fois qu'on clique sur un message, il y a une requête HTTP qui est faite. Et si on essaie de la décoder, on voit que c'est encodé. On trouve des données qui ont l'air aléatoires, mais le message secret a été récupéré. Donc ça, c'est notre preuve de concept. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce message de Thunderbird, est-ce que je devrais afficher le contenu distant ou pas? C'est ce qui vous protège contre le fait de bypasser PGP ou SMIME. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme backchannel? Un backchannel étant une façon dont un client mail va communiquer avec le réseau de manière générale. Donc, dans quelle autre circonstance les clients mail communiquent avec le réseau? Donc les clients en vert requièrent une interaction avec l'utilisateur avant de communiquer avec le réseau. En orange, les clients qui utilisent par exemple par défaut le chargement par défaut des images distantes, sur des serveurs distants. Ce qu'on pense être pire, c'est les clients dont on pourrait penser qu'ils ne vont pas charger les images par exemple distantes, mais en fait où le fait que ce soit pas chargé peut être bypassé, et on pense que c'est pire. Donc il y en a même 4 ou 5 d'entre eux qui permettent l'exécution de code JavaScript dans un client mail. C'est absurde. Donc 40 ou 47 clients mail ont des backchannels qui ne requièrent pas d'interaction avec l'utilisateur. Donc le tableau final pour SMIME, on peut voir que c'est pas très positif. Donc il y en a beaucoup pour lesquels il n'y a pas d'interaction avec l'utilisateur. Et il y en a très peu où on a vraiment besoin d'une interaction utilisateur.
So I didn't say what S in S-MIME means. It actually means super. So it's super MIME. Donc j'ai pas dit ce que signifiait le S dans S-MIME. En fait, je sais pas, c'est peut-être super ou peut-être autre chose. The supervillain of super MIME is HTML here, right? You could say this. Okay, so S-MIME is. Donc on pourrait dire que le super vilain de S-MIME c'est HTML, qui est. Ugly colors. Now, this is my Thunderbird that I have. Donc ça c'est mon client Thunderbird que j'ai sur mon Mac à la maison. Donc c'est quelque chose que j'ai enregistré chez moi il y a quelques jours. Donc je voudrais vous montrer une manière d'exfiltrer des données sans utiliser HTML. Donc ici HTML est désactivé. Donc ça c'est le message que je voudrais casser, où je voudrais retrouver le clair. Donc dans Thunderbird, si vous désactivez HTML, les liens sont toujours surlignés, affichés comme des liens. Donc, on peut changer un mail chiffré via S-MIME pour modifier un lien. Et en fait, même si HTML est désactivé, le lien fonctionnera. Et on ne peut pas faire grand-chose à propos de ça pour résoudre ça. Donc les gens pensent, ok, on désactive le HTML et on est tranquille. Mais en fait, c'est pas exact parce que eFail va fonctionner avec tous les formats qui permettent une connexion vers l'extérieur. Donc, par exemple, ça pourrait marcher avec un PDF. You will do a connection there, right? And when you look at how the URL is encoded in the PDF. Donc, si on regarde comment les URL sont encodées dans un PDF, on voit qu'en fait, c'est juste une chaîne de caractères. Donc, on pourrait changer un mail chiffré via S-MIME qui contient un PDF, modifier une URL et voilà. Donc, par exemple, avec Microsoft Word, avec un fichier .doc, donc, on peut mettre des images distantes et elles seront chargées. Il faut cliquer dessus et la requête aura lieu. Donc là, par contre, un petit problème, c'est que l'URL, elle n'est pas encodée. Elle est pas en ASCII, elle est en Unicode. Donc ça fonctionne de même avec LibreOffice. In the viewers, right? That's a basic feature that has been in these standards forever. C'est pas une zero day ou une vulnérabilité ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est comme ça donc, dans le format, donc ça peut être abusé. Donc j'ai un petit challenge pour vous si quelqu'un arrive à faire une démonstration d'exfiltration de données en utilisant par exemple un PDF ou un fichier Word, vous aurez une petite récompense. Donc qu'est-ce qui s'est passé après qu'on ait révélé ça? Donc and they already massaged the countermeasures into the current RFC draft. En ce qui concerne S-MIME, il y a déjà des contre-mesures qui sont présentes sous la forme de draft. In the current RFC, but in the draft it's already in. Mais c'est dans un draft de RFC, c'est pas dans la RFC utilisée actuellement. Mais il y a déjà des idées. In this RFC draft. Et la deuxième attaque trouve aussi des solutions et des contre-mesures dans ce draft de RFC. Okay, that's all you have. Which, at least, I mean, for a cryptographer, this means broken. Okay? Donc pour des cryptographes, quand on a besoin de supposer que des gens n'ont pas ouvert de connexion, on considère que c'est cassé. Donc en ce qui concerne OpenPGP, en quoi c'est différent de S-MIME? Donc OpenPGP, ça n'utilise pas le mode CBC, ça utilise une variation du mode CFB.
Ils sont similaires mais différents. Je vais pas expliquer exactement ce qu'est CFB. Vous pouvez rechercher vous pouvez rechercher les détails de ce mode d'opération. Ce qui est vraiment compliqué, c'est la compression des messages en clair. Donc, dans PGP, on chiffre pas directement le message. D'abord, on réduit sa taille, on le compresse. We need to guess plaintext bytes, and when we know plaintext, certain parts of the plaintext, but it's deflated, we have a problem. Okay? Mais c'est plus compliqué du coup d'opérer des attaques là-dessus parce qu'il faut. Enfin, on peut pas deviner directement les premiers bits du message puisque d'abord il est compressé. Donc il y a un MDC, un code de détection des modifications qui prend la forme d'une empreinte SHA-1 qui devrait permettre de détecter des modifications opérées sur le message. Donc OpenPGP définit comment traiter les MDC invalides. Donc ça devrait être considéré comme un problème de sécurité, mais ça ne définit pas ce qu'est un problème de sécurité. Donc, on a regardé combien de clés sur les serveurs supportent les MDC. Jusqu'à il y a quelques années, ce n'était pas possible d'utiliser des MDC. They encoded in the key whether you support MDCs or not. And here you see those keys that were generated in 2000. Ici, on peut voir que les clés générées en 2000 ne supportent pas les MDC et celles qui ont été générées plus tard tendent à les supporter. Valid keys in PGP that don't support MDCs. Donc si on regarde les clés PGP qui ne supportent pas MDC, on peut voir que par exemple en 2007, il y en a toujours 1,7 million. Donc si j'envoie un mail à une de ces personnes, mon implémentation ne va pas utiliser de MDC. Mais j'y reviendrai. Donc, comment on peut analyser tout ça de manière structurée? Donc on a 3 cas de test. Donc d'abord on essaie d'enlever le MDC. Donc on utilise juste cette partie chiffrée. Sinon on peut faire nos modifications. On aura un MDC incorrect et on peut voir si ce sera détecté. Ou alors on peut faire un downgrade, donc vers quelque chose qui ne supportera plus les MDC. Donc si on regarde un peu ce qui se passe dans les différents clients, on peut voir que des clients tels que Thunderbird ou Apple Mail, globalement, ils ignorent les MDC tout simplement. Donc, quels sont les changements sur OpenPGP apportés suite aux révélations liées à eFail? Donc, d'abord quelque chose de très important. Donc, un paquet qui ne supporte pas MDC est maintenant considéré comme obsolète. On ne devrait plus utiliser ce type de paquet. Donc, si on a des messages qui utilisent quelque chose qui ne supporte pas MDC, on ne pourra plus les ouvrir après. Quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui est censé se passer si le MDC n'est pas bon? Et qu'est-ce qui se passe par rapport à la phrase précédente? L'implémentation pourrait permettre à l'utilisateur d'accéder à la donnée erronée. Le fait que l'implémentation pourrait ne pas a été transformée en l'implémentation ne devrait pas permettre à l'utilisateur d'accéder aux données erronées. Donc, it's right at the end of the plaintext. So you can only check the MDC when you have fully decrypted the message, which means
Il y a quelques problèmes, notamment MDC. Enfin, le MDC peut être seulement vérifié après le déchiffrement complet du mail, du message. GNU-PG, il va fournir au client mail sous la forme d'un flux le clair ou le déchiffré, et seulement après il dira si effectivement on peut l'utiliser en tant que donnée valide ou pas. Donc, avant qu'on révèle tout ce qui est lié à IFAIL, OpenPGP avait déjà un draft qui permet d'utiliser des plain text sous la forme de chunks, le clair sous la forme de chunks. Donc, ça permettrait d'authentifier des chunks, des morceaux, avant de les fournir à l'application, au client. Donc ça, c'est un avantage. Maintenant, la taille recommandée pour un chunk, c'est 128 MB, qui n'est pas forcément approprié. So when GNU-PG was detecting that an MDC is not there or it's wrong, they would just warn it, but it would still print it out. Avant, quand GNU-PG détectait un MDC invalide, il y avait un avertissement, mais pas vraiment d'erreur. Maintenant, on a vraiment une erreur, un échec. Et maintenant, GNU-PG va toujours utiliser MDC, indépendamment de si la clé annonce supporter MDC ou pas. They say the default chunk size is 120 megabytes, which means they still stream unauthenticated plaintext. Donc, maintenant, les chunks vont passer de 1 GB à 128 MB, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Donc, quelque chose à quoi on n'a pas répondu, c'est comment on traite des emails du passé. Donc, les mails qu'on a envoyés avant sans utiliser SMIME ou OpenPGP, ils sont pas sécurisés. Et comment on traite ça? Donc, c'était une attaque intéressante d'un point de vue cryptographique, etc. Donc, maintenant, regardons quelque chose d'un peu plus intéressant, un peu plus stylé. Donc, si Alice chiffre son mail et l'envoie à Bob, mais Eve le capture en route, capture le chiffré. Donc, Eve va recopier le chiffré PGP, mais ça ne fonctionnerait pas avec SMIME. Mais sauf que autour de ça, on va mettre un peu de HTML. Donc, so basically, when this is decrypted, it will be replaced with a plain text in place. Quand ça va être déchiffré, ça va être considéré comme une partie du HTML. They use HTML to view emails. So even when you disable HTML, donc, it basically means they will use incoming HTML emails, parse them. Même si on désactive le HTML dans un client, en fait, ça va quand même être utilisé pour l'affichage. Et du coup, dans la plupart des clients, il n'y a pas vraiment de mail ASCII. Il y a toujours une notion de HTML, même lorsqu'il est désactivé. Donc si on regarde ici, sur cette vidéo, donc on crée un chiffré, un message chiffré. Donc j'utilise Apple Mail parce que c'est un des deux clients vulnérables. Donc on va ouvrir ce mail juste pour voir le message chiffré PGP. Donc voilà, on voit le message PGP. Donc, maintenant, on va supposer que Eve a d'une manière ou d'une autre eu accès au message chiffré. Donc, on va utiliser un petit programme Python pour générer un email.
Here we just open the access log for Donc on ouvre les logs and when we click on it, right at pour this voir ce qui se time, passe. Et hop, it will quand on ouvre le mail, on voit ce qui se passe à gauche. Anyone can do this. Donc, You don't need to know anything about cryptography. You c'est une attaque facile, il y a HTML and a little bit of mine. Il n'y a pas besoin de connaître grand-chose, enfin quoi que ce soit en cryptographie, il faut juste avoir une maîtrise assez simple et basique de HTML et ça fonctionne. Many emails. Donc maintenant, comment on fait pour exfiltrer beaucoup de mails avec une seule attaque? Open an image. Here's Donc, the ciphertext. on pourrait utiliser à nouveau le fait d'ouvrir une image HTML, une balise d'image HTML, répéter ça plusieurs fois. Here on the left-hand side, you see there's 100 ciphertext Donc à gauche ici, on peut voir that is sent to this client. I blurred this qu'on because I a used 100 GPG emails that I sent. plusieurs I occurrences. want to show them to you. Donc j'ai flouté ça volontairement pour éviter de tout vous montrer. It's like decrypting. Donc là, on est en train de déchiffrer. Et si on regarde à gauche, on peut voir une centaine de mails être exfiltrés Okay, this is horrible. grâce à un seul mail. Ça fait très peur. And when I say horrifying, I'm Et quand literally mean. je dis que ça fait peur, je veux vraiment dire que ça fait peur. Then people will start attacking this within the hour or so, okay? And so we disclosed this in, Donc, in early 2018. On a révélé ça 2017, early 2018. And in May en 2018, début 2018. we had already shifted the disclosure date twice. Et en fait, on avait déjà décalé And so therefore we said, okay, we go le fait de online, rendre public ça. On avait déjà décalé ça plusieurs fois. we want people to warn, Et on a décidé de plus retarder nos révélations davantage. or SMIME for very sensitive communication, you should disable it in your email client for now. These are the original tweets. Donc ici, on peut voir les tweets originaux qu'on a envoyés. When you have done this, then we will disclose everything. Okay, we will go online with a paper and. Et ça laissait un peu de temps aux gens pour faire ça. Et ensuite, on voulait publier notre papier. Started tweeting, and they basically broke the embargo. So they told, okay, Donc, the attack is working like this. First you ensuite, do this, then you do that, and then you do that, and they were banned. GPG ont commencé à tweeter et Which is ont annoying, but then cassé they said l'embargo this. qui existait. So they said, no, that GNU PG En disant team comment was ça not fonctionne. contacted by them in advance. And this Et ensuite, ils ont fait quelque chose un peu problématique. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas au courant à l'avance et que c'était pas normal, etc. Ce qui n'est pas vrai. Mais nous, on a quand même reçu des messages de haine. These are the original dates when Et which is the main developer of du coup, voilà des exemples de mails pour dire qu'on les avait effectivement contactés. Ils ont répondu en disant ah oui, pardon, en fait, on avait oublié, ils nous ont contactés. with our names and Donc ici, notre papier avec nos names, avec nos noms, l'embargo, et ils ont dit qu'ils avaient oublié. Et à ce moment-là, on avait déjà perdu. Les gens nous ont traités de criminels, etc. Donc ça, c'est un résumé de la chronologie des événements, une chronologie faite par quelqu'un d'indépendant. Et ensuite, ce qui s'est passé, ce qu'on a vu venir, c'est que des gens avaient prévu qu'il y aurait des patchs pour ces problèmes. Mais ces patchs, ils n'étaient pas suffisants. Et quelques jours après, il y a eu des gens qui ont trouvé des moyens de contourner ces patchs. Donc avec un exemple de tweet ici. Micaiah Lee from The Intercept also developed a proof of concept. Donc Kelly de The Intercept a aussi développé une preuve de concept. Donc, qui fonctionnait notamment contre Apple Mail et GPG Tools. Donc ensuite, c'est paru un peu partout dans la presse. On n'a pas compris tout ce qui se passait, mais ce que vous devez comprendre, c'est que PHP, ce que vous devez comprendre, c'est que
parmi les principaux utilisateurs de PGP et GPG, il y a les journalistes. Et ça peut expliquer pourquoi il y a eu autant d'articles dans la presse. Donc, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Qu'est-ce qu'on en apprend? Des gens paraient peut-être se plaindre qu'on n'avait pas respecté un délai de 90 jours avant de rendre public nos trouvailles. Et du coup, on les a repoussés. À un moment, on ne pouvait plus les repousser. Et après qu'on ait fait nos révélations, des gens se sont activés pour trouver des patchs. Donc ensuite, faut faire attention avec les annonces préalables au fait de rendre public ce qu'on a trouvé, parce que les gens vont essayer de savoir exactement ce qu'il y a derrière. Et notamment, ça peut vouloir dire qu'ils vont soit sous-estimer le risque, soit surestimer le risque. Donc, ils pourraient penser par exemple que, ok, on met pas d'image, donc ça ce serait, et c'est bon, ça ce serait sous-estimer le risque. Et surestimer le risque, ça pourrait dire, ok, OpenPGP est cassé, il faut plus l'utiliser, il faut qu'on trouve une solution. Donc, un autre risque, c'est que des informations fausses soient publiées. Et ce qu'on en tire également de tout ça, c'est que contrôler le flux d'informations après les révélations, après le rendu public, c'est aussi essentiel. Donc maintenant, notre dernière attaque qu'on appelle réponse à l'attaquant. Found this bug or very similar version of this bug as well and disclosed it, but they were first to disclose it, so credit goes to them. Okay. Donc en fait, le crédit ne revient pas exactement. Donc voici le scénario. Je reçois un email qui a l'air légitime et donc si on regarde cette vidéo, donc une ancienne version d'Apple Mail, donc voilà le mail. Ok, et donc j'y réponds parce que le mail demandait une réponse, il attendait une réponse. Et si on regarde ici le mail cité de l'attaquant, on voit qu'il y a des données qui ne devraient pas être ici et que j'ai pas voulu envoyer. Donc si on regarde le code source du mail, donc on peut voir que c'est un mélange entre un mail normal et un chiffré qui peut être SMIME, PGP, peu importe. Donc, en fait, je vais recevoir cet email. Il va être déchiffré par mon client et je vais pas le voir parce qu'en fait, je vais pas scroller. Et donc, l'attaquant m'a envoyé un email avec un chiffré qui a été déchiffré par mon client. Et quand je réponds à ce mail, en fait, je renvoie les données déchiffrées. Mais sauf que je les ai pas vues, puisqu'il fallait scroller et que j'ai pas scrollé. Donc, qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à ça? Donc, déjà, vous demandez, est-ce que vous êtes ciblé par des attaquants motivés? Donc, un attaquant motivé, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui travaille dans le cybercrime. Which is a lot of research actually, but it's not like comparable to a nation state, right? Mais et donc, si vous pensez que vous pourriez l'être ciblé par un attaquant motivé, alors dans ce cas-là, évitez d'utiliser des mails. C'est probablement peu approprié. Et si vous ne pouvez pas éviter d'utiliser les mails,
utilisez OpenPGP et chiffrer et déchiffrer vos messages en dehors de votre client mail. Si vous n'êtes probablement pas ciblé par des attaquants motivés, ce qui concerne probablement la majorité d'entre vous, alors préférez OpenPGP par rapport à SMIME, parce qu'actuellement c'est un peu cassé. Désactiver HTML pour les mails chiffrés, et en fait c'est pas si facile, parce que la plupart des clients mail utilisent HTML par défaut. Et pour vous, ça pourrait être facile dans l'audience, mais pensez à tous les gens qui ne sont pas ici dans l'audience. Ils vont pas spécialement désactiver HTML dans leur client mail. Faites attention aux pièces jointes. Et ne citez pas le message original dans vos réponses. Ok, donc c'était ma conférence. Donc si vous voulez... Si vous voulez me rencontrer après cette conférence, ça va être possible. Merci beaucoup. Ce sera possible au Chaos West, juste après la conférence. Merci. Merci Sébastien pour cette conférence. Donc on a encore un peu de temps pour des questions. Donc si vous avez des questions pour Sébastien, placez-vous derrière les microphones. Essayez de poser des questions courtes. Et rapprochez-vous des micros parce que les Angels, au fond, peuvent rendre le son moins fort, mais auraient du mal à le rendre plus fort. Bonjour. J'ai testé la technique d'exfiltration des emails que vous avez décrite. La façon de parser les mails de Thunderbird aidait contre ces attaques. Donc c'est une des... C'est quelque chose qu'ils ont fait pour essayer de préparer les choses. Ça aide pas en termes de cryptographie, mais ça aide quand même. Avec quelle version vous avez essayé? Avec des anciennes versions. Donc on diffuse toutes les conférences sur Internet et il y a des questions de l'Internet. Donc, il y a plusieurs questions sur les problèmes liés au standard MIME. Donc, ce que demandent les gens, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas prévenir l'exfiltration de données si les clients mail implémentaient le standard correctement? Je ne sais pas si les gens parlent du standard MIME ou du standard SMIME. Le standard MIME prévoit pas comment mélanger différentes parties de contenu de différents formats. Laisser ne pas traiter une grande partie du contenu pouvait vous rendre votre client plus sécurisé, ce qui est un peu étrange. Une question de microphone. Very good. We can always make it quieter. Hello. What do you see as a future replacement to PGP for email? Qu'est-ce que vous pensez qui remplacera PGP dans le futur pour les mails? PGP manque de propriétés cryptographiques telles que la forward secrecy. Mais c'est difficile parce que on veut pas faire de changement quant à SMTP et IMAP. Donc ça va être difficile dans les choses plus sécurisées que PGP en dehors de ce que je viens de décrire. Donc, email, c'est pas un très beau
protocole. on top of it. Et c'est pas facile de construire de la cryptographie, de la bonne cryptographie au-dessus de ce protocole. There's another question on microphone number 2. Une autre question au micro 2. So do I understand it correctly? Looks like there won't be a fix for that multi-part attack. Si j'ai bien compris, il n'y aura pas de fixe pour le contenu multipart. Ciphertext, which my mail client decrypts, there won't be a fix for that. There is a fix, so the mail clients are fixed. Donc les clients mail ont été réparés, fixés. That's a good thing here. So you can't fix S-MIME, for example. Mais because it would be a par exemple, breaking fix. vous pourriez pas réparer S-MIME parce que ça casserait tout. Which was a Mais lot of work because MIME parsers are very complex. on but peut we fixed réparer it, les so clients mail et d'ailleurs c'est ce qui a été fait. Donc les attaques, la partie d'exfiltration directe des données ne devrait plus fonctionner dans les clients mail actuellement, dans leur version actuelle. Question de Internet. One user asks, would you recommend developers to integrate PGP into their email Donc, clients? est-ce que vous recommanderiez aux développeurs d'intégrer PGP dans les clients mail au lieu d'utiliser des extensions? Yeah. I'm not a. I mean, I already talked about this. That not. J'en ai déjà parlé et peu de gens utilisent PGP et pas beaucoup de gens non plus utilisent S-MIME. Je suis pas sûr que cette utilisation augmente si OpenPGP est intégré au mail. Donc, par contre, dès que S-MIME sera réparé, ce sera sécurisé de l'utiliser à nouveau. Donc, ça pourrait être pratique d'avoir une intégration directe dans les clients mail, mais je suis pas sûr que ça ait un véritable effet sur l'utilisation, sur la quantité de gens qui utilisent ça. So I work with journalists. There in the very back. Right. Oh, question, au fond de la salle. Okay. May was very annoying, and I cannot stress enough how important it is to what the point you've made about communicating around J'ai Yeah. We were scrambling travaillé avec des journalistes 200 journalists who use PGP daily, and we were scrambling for any Yeah. bit of information. et effectivement, je vous rejoins sur le fait qu'il faut être super prudent sur la façon Is dont on rend public les données, parce qu'au moment où ça a été révélé, on cherchait les moindres détails qui auraient pu nous indiquer ce qui se passait vraiment. and I vaguely remember it was mentioned in a positive light, but I just want to make sure if that's the right thing that I should get from this paper. I don't know it on the top of my head, but if you Je come connais afterwards to pas le papier dont vous parlez get out the paper and look par cœur, at this, mais par contre, si vous venez après cette conférence au Chaos West, on pourra regarder et en discuter ensemble. We have another question on the microphone number 6. Ok, une autre question au micro 6. So I'd like to know if Ok, je voudrais savoir, any difference in the attack surface est-ce qu'il y a des regarding différences OpenPGP, if plain PGP is used or PGP MIME. concernant PGP, si plain PGP est utilisé ou PGP MIME, Decryption of inline PGP. inline PGP. Yeah, that's a very good question. I mean, the reply to C'est une bonne question. L'attaque, la dernière attaque, réponse à l'attaquant. inline PGP, and Euh, we showed that it's also possible. Des gens sont venus avec So euh, I wouldn't say. I mean, most of the people use PGP avec MIME. quelque chose qui montrait qu'avec avec PGP inline ça pouvait fonctionner. When you don't decrypt PGP, inline PGP, then you have a problem when people use PGP in an external application. They can't copy and paste the ciphertext in there anymore, which is also very annoying. And I also told you that I think it's a very good idea to do this outside of the mail client if Mais you're in a je pense que chiffrer et déchiffrer motivated attackers. en dehors du client mail, c'est une bonne façon de faire si on fait face à des attaquants motivés. Mais ce que vous décrivez serait une bonne façon de faire, je pense. For this answer. I
Merci pour cette réponse. Je pense qu'on a fini avec les questions d'ici du hall. Si vous avez des questions supplémentaires, alors vous pouvez vous déplacer vers le Chaos West. Et merci d'applaudir à nouveau Sébastien.